Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je partage avec vous les 15 critères qui me servent à juger une action avant de l'acheter ou de l'écarter. J'utilise pour cela un petit tableur fait maison avec différentes informations. Dans ce tableur, on peut trouver une première partie sur l'évolution du cours de bourse depuis 2000 au niveau de l'entreprise. On obtient des données comme la moyenne, la médiane, la croissance annuelle ou encore les performances lors des 3 derniers cracks comparés à 3 marchés indiciels. Le graphique peut être modifié selon le nombre de mois que je souhaite récupérer. Je peux aller sur une période courte ou sur une période longue. J'ai également une vision sur les supports et résistances du cours de bourse pour essayer d'optimiser la prise de décision pour l'achat. Dans un second temps, je récupère les données fondamentales de l'entreprise pour les étudier. Pour cela, elle passe par un petit tableau qui contient les 15 critères que j'étudie et qui attribue une note à l'action. La note n'est qu'un indicateur, mais cela me permet d'avoir les éléments clés sous les yeux. Je peux également changer d'année si je souhaite étudier une autre année concernant les résultats de l'action. La troisième partie concerne la performance de l'action et le versement des dividendes. J'ai un visuel sur l'évolution de ces derniers sur les 10 dernières années. Je peux également étudier la performance du cours de l'action, la performance du dividende et la performance cumulée des deux sur plusieurs années. C'est donc un outil qui m'aide dans ma prise de décision. Je vous présente les 15 critères ensuite que j'étudie dans ce dernier. Mais avant de commencer la vidéo, petite note d'information, cette vidéo est réalisée à titre informatif et éducatif uniquement. Investir en bourse vous expose à des risques, dont la perte partielle ou totale de votre capital. Vous êtes le seul responsable de vos investissements et vous devez analyser chacun de vos investissements. Maintenant, voyons les 15 critères qui me permettent d'attribuer une note à une action. Bien entendu, un critère que je n'ai pas noté, c'est le secteur de l'action et son domaine. Mais je trouve cela évident, il faut que ce soit un secteur dans lequel je crois pour l'avenir. Ensuite, les critères sont notés entre 0 et 1, avec 5 possibilités, notamment en partant de 1, puis 0,75, 0,5, 0,25 et 0. Le critère que j'utilise pour avoir 1 se trouve dans la colonne norme, puis la note diminue au fur et à mesure. Ici, je fixe les normes selon mes critères d'investissement, mais chaque investisseur est différent, donc chaque norme peut être modifiée. Il n'y a pas de valeur parfaite. Il faut comprendre que chaque critère a des avantages et des inconvénients. C'est pour cela que combiner 15 critères me permet d'avoir un avis, on va dire une direction pour l'action. De même, selon les secteurs d'activité, certains critères seront logiquement dégradés, mais cela sera dû au secteur. Par exemple, dans le domaine de la construction, il est plus logique d'avoir un taux d'endettement qui va être élevé. À la fin de cette vidéo, je vous montrerai où trouver les informations pour calculer les critères. On va donc commencer avec le premier critère qui est un des plus connus, c'est le PER, ou Price Earning Ratio. Alors désolé pour mon anglais, je le fais un peu à la française-anglais, peu importe. Il permet d'avoir un aperçu sur la valorisation de l'entreprise. Est-elle trop chère ou non? C'est un peu la question à laquelle il va essayer de répondre. Le critère, il est loin d'être parfait, mais il donne un aperçu. Il s'agit du montant du cours de l'action divisé par les bénéfices de l'entreprise. Pour résumer, lorsqu'il est élevé, c'est que les investisseurs anticipent une belle croissance pour l'entreprise, notamment au niveau des bénéfices. S'il est bas, cela peut signifier que les investisseurs n'ont pas confiance dans le futur de l'entreprise ou que cette dernière est une entreprise de croissance lente. On peut notamment citer pour ça les fameuses values. Pour ma part, sous 15, l'entreprise obtient la note maximum. Je ne recherche pas de valeur de croissance, je recherche des bonnes opportunités. C'est pour cela que le PER sera étudié avec d'autres critères. Plus le PER monte, plus la note baisse. Mais cela ne signifie pas forcément que l'action n'est pas étudiée, ou qu'elle est vraiment trop chère. Au-dessus d'un PER de 25, le prix sort généralement de mes critères. Le second critère est le PBR, pour Price to Book Ratio. Il s'agit d'un de mes ratios favoris, il est notamment très apprécié des investisseurs long terme. Il mesure le rapport entre le cours de l'action et le BVPS. Alors le BVPS c'est quoi? C'est tout simplement la valeur comptable des actifs de l'entreprise. Même si on peut quand même noter que le BVPS, selon le secteur d'activité de l'entreprise, est plus ou moins difficile à calculer. Autrement dit, si le ratio dépasse les 1, cela signifie que le prix de l'action est supérieur à la valorisation comptable de l'entreprise. Pour un investisseur à long terme, comme moi,
Plus le PBR est proche de 1, mieux c'est. En dessous, c'est vraiment intéressant, mais c'est relativement rare. C'est pour cela que je pars sur une base de 2. Plus le ratio est haut, moins c'est intéressant. Plus l'action est chère par rapport à la valeur comptable, que l'on peut considérer dans certains cas comme la valeur réelle de l'entreprise. Le troisième critère, ça va être le rendement de l'entreprise. C'est un autre point clé pour un investisseur long terme, notamment sur des actions à dividendes. Il s'agit du pourcentage de dividendes qui revient à l'actionnaire par rapport au cours de l'action. C'est la rentabilité pour faire simple. Si une action vaut 100 € et qu'elle verse 4 € de dividendes, alors son rendement est de 4%. Pour dire les choses différemment, si vous placez votre capital, vous aurez dans ce cas 4% de rendement grâce aux dividendes comparé au livret A qui serait par exemple actuellement de 0,5%. La contrepartie de ça, c'est le risque, car l'action peut arrêter de verser un dividende, donc la rentabilité tombe à zéro et le cours de l'action peut baisser. Dans ce cas-là, vous perdez sur votre capital investi. D'où l'importance d'essayer de bien choisir ces actions. Pour revenir au rendement, on pourrait penser que plus il est élevé, plus l'investissement est intéressant pour l'actionnaire. Mais il faut rester prudent, car on peut avoir des mauvaises surprises avec les rendements élevés. Personnellement, j'aime bien les entreprises avec un rendement moyen lorsque j'achète, mais avec une évolution rapide de ce rendement, pour atteindre un gros rendement dans quelques années. Ce sont les actions à dividendes avec croissance. J'en parle notamment dans ma vidéo sur la comparaison entre actions à dividendes et ETF. C'est un peu, entre guillemets, mon saint graal. C'est pour cela qu'un rendement supérieur à 3% me convient au démarrage, et ensuite il faut voir comment il évolue d'année en année. Le quatrième critère, on va arriver sur le ROE ou Return on Equity. C'est un indicateur qui correspond au montant des bénéfices réalisés selon l'investissement en capital. Pour faire plus simple, plus ce ratio est élevé, plus les capitaux utilisés par l'entreprise vont être rentables. On peut également dire que c'est la rentabilité des investissements des actionnaires. Plus c'est élevé, plus l'entreprise est capable de rémunérer l'actionnaire que nous sommes. Dans mon cas, un ratio au-dessus de 15 est une bonne base. Et c'est un ratio qui est particulièrement regardé par les investisseurs. Ensuite, on va avoir le PCF pour Price to Cash Flow. C'est un cousin, entre guillemets, du PER que nous avons vu au tout début. En effet, à la place d'utiliser le bénéfice par action comme on le fait avec le PER, eh bien, on va utiliser le cash flow pour faire le calcul de ce ratio, donc le cash flow de l'entreprise. On va souvent considérer que c'est plus fiable car on évite notamment les manipulations comptables que l'on peut faire avec le bénéfice d'une action. Attention, ces manipulations comptables sont tout à fait légales, mais ce sont des manipulations comptables qu'on peut faire sur le bénéfice, alors que pour le cash flow, eh bien, on ne peut pas trop tricher. C'est ce qui va vraiment entrer et sortir de l'entreprise en termes d'argent. Une action qui a un PCF inférieur à 10 est, on va dire, sur de bonnes bases. Ensuite, on va voir le PSR, ou Price to Sale, qui indique combien d'années de chiffre d'affaires l'entreprise va se payer en bourse. C'est régulièrement utilisé notamment pour comparer des entreprises lorsqu'on est sur le même secteur. On pourrait dire que c'est un indicateur qui tend à valoriser le développement de l'activité de l'entreprise. On considère généralement qu'un ratio sous 2 est plutôt bon. Ensuite, on va avoir PEG. Alors j'ai ajouté à côté EST pour estimation, je vous expliquerai juste après pourquoi. Alors le PEG, c'est complémentaire au PER que nous avons vu précédemment. En effet, le PER prend uniquement en compte les bénéfices par action à un moment T. Le PEG prend en compte l'évolution future de ces bénéfices par action. Ce qui peut expliquer un PER plus élevé à un moment T qui sera justifié. Par exemple, l'entreprise X a un PER de 22 quand l'entreprise Z a un PER de 16. On pourrait se dire que X se paye plus cher à l'instant T puisque son PER est supérieur. C'est vrai, mais maintenant, voyons la croissance des deux entreprises. Si X a une croissance du bénéfice de 25% par an et Z une croissance de 5% par an, ce n'est pas la même chose. Rapidement, X va devenir plus rentable. C'est à cela que sert le PEG. Il permet d'intégrer la croissance de l'entreprise au niveau des bénéfices pour estimer sa valeur. Si le PEG est inférieur à 1, cela signifie qu'il y aura sûrement une hausse du cours, car le taux de croissance des bénéfices est supérieur au PER. Dans notre cas, X avec un PER de 22 aujourd'hui aura un PEG de 0,88, alors que Z a un PEG de 3,22. C'est donc plus logique d'investir dans l'entreprise X qui a un PER plus élevé que dans l'entreprise Z. Alors le problème de cet indicateur, c'est qu'on se base sur des estimations, des analyses. D'ailleurs, c'est pour cela que j'ajoute estimatif à la fin, car on n'est pas sûr et certain que cela arrivera. Ensuite, le résultat diffère selon les données collectées. Alors je dirais que je regarde, mais
pour moi, c'est pas vraiment fondamental dans ma prise de décision et j'essaye de le vérifier sur d'autres sites pour voir s'ils trouvent un résultat similaire, car je réalise un petit peu un calcul fait maison. Un autre indicateur que j'aime beaucoup, c'est le taux d'endettement de l'entreprise. C'est simple à comprendre, on utilise la dette nette de l'entreprise que l'on divise par les fonds propres. On dit que si la dette est trop faible, l'entreprise est peut-être trop frileuse dans ses investissements. Dans ce cas, il faut étudier notamment le modèle du business de l'entreprise. Peut-être qu'elle génère beaucoup de cash. Par contre, dans le cas inverse, c'est toujours qu'elle est endettée par rapport à des prêteurs. En fonction du secteur d'activité, cela peut être logique, mais il faut être vigilant. Dans mon cas, je privilégie les entreprises moins endettées avec un ratio inférieur à 1. Un autre critère proche du précédent, mais qui me plaît, donc je l'ajoute, c'est le montant de la dette par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise. Alors c'est un critère à maison, ça me donne un aperçu du poids de la dette ou de la trésorerie sur une année de chiffre d'affaires. Un poids de dette sous les 10%, c'est intéressant, et une trésorerie positive est idéale. Notamment en cas de crise, on sait que l'entreprise a des réserves, mais avoir une trésorerie positive n'est pas possible dans tous les secteurs, notamment ceux qui nécessitent des lourds investissements. Encore une fois, le secteur pèse dans ce résultat. Ensuite, on va avoir la marge, c'est un critère très important, c'est notamment le bénéfice de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires qu'elle va réaliser. C'est un indicateur que j'aime bien coupler avec la trésorerie que l'on a vue précédemment. Ainsi, elle permet d'avoir un aperçu de la rentabilité de l'entreprise et de sa capacité à rembourser sa dette, générer des profits et notamment assurer le paiement des dividendes. Dans mon cas, pour des actions à dividendes, je vais rechercher des valeurs à plus de 8% de marge. Mais si on peut avoir plus, c'est mieux. Ensuite, on va avoir le levier financier. Il donne la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Vous voyez que l'endettement de l'entreprise est important dans les critères que je prends en compte. Bien entendu, libre à vous d'adapter les critères et d'ajouter d'autres critères. Alors c'est important car lorsque je sélectionne une action, je souhaite m'assurer le plus possible qu'elle sera en mesure d'améliorer ses résultats et payer dans le même temps le dividende. Mais on n'est jamais à l'abri d'une crise non prévue qui va rabattre les cartes. Pour revenir au levier financier, il indique le nombre d'années nécessaires à l'entreprise pour rembourser sa dette en fonction de son EBITDA, qui correspond au résultat de l'entreprise avant de retirer les frais financiers, les impôts, les autres dépréciations et amortissements. En dessous de 3 ans, je considère que c'est correct. Même si plus le chiffre est bas, mieux c'est. Ensuite, on va voir le dividende en fonction du cash flow. Alors ça concerne le dividende par action versé selon le cash flow par action. En d'autres termes, sur 100% de cash flow, combien part dans les dividendes? On pourrait penser que plus l'entreprise donne, mieux c'est. En réalité, non. Il faut que l'entreprise ait une marge de sécurité. De plus, le fait d'avoir un ratio faible lui permettra de générer de la trésorerie en cas de coup dur ou d'investir pour améliorer ses résultats. L'idéal est donc de trouver une entreprise avec un bon rendement, mais un ratio dividende cash flow assez faible. Encore une fois, le secteur d'activité influence ce paramètre. Mais personnellement, en règle générale, en dessous de 50%, c'est bien. Au-dessus de 70%, cela devient dangereux. En effet, cela signifie que l'entreprise conserve peu de marge de manœuvre en cas de problème. Si on dépasse 100%, cela signifie qu'elle doit s'endetter ou piocher dans les réserves pour payer le dividende aux actionnaires. Cela devient dangereux. Attention, il arrive que le dividende, en fonction du cash flow, soit élevé lors des crises ou lors d'un gros investissement. Si c'est une année, ce n'est pas très grave, notamment si l'entreprise a des réserves. Par contre, si cela devient régulier ou un mode de gestion, notamment celui de conserver un rendement élevé pour attirer des actionnaires, alors ce ratio va devenir un vrai danger sur le long terme. Il ne faut pas confondre d'ailleurs ce ratio avec le payout ratio, qui lui se divise avec les bénéfices de l'entreprise. Je préfère diviser par le cash flow car c'est l'argent réel qui est sorti et rentré de l'entreprise, alors que le bénéfice, lui, peut être modifié par le biais des amortissements notamment. Ensuite, on a 3 critères de performance. Le premier critère, il s'agit de la variation moyenne à 10 ans du cours de l'action. J'ai donc calculé la variation entre le 1er janvier de cette année et 10 ans en arrière que je divise par 10 pour avoir la moyenne. Alors c'est un indicateur qui est fait maison. Mon objectif est de voir comment évolue l'action dans le temps. Est-ce qu'elle stagne? Est-ce qu'elle diminue? Ou est-ce qu'elle est en croissance? Ici, on est donc sur la performance du cours de l'action lui-même. Comment le marché perçoit l'action depuis X années en quelque sorte. Dans ce cas, j'apprécie les actions qui ont une variation moyenne de 7% par an sur 10 ans. Le second critère, c'est le VMD, et c'est la variation moyenne du dividende sur 10 ans.
C'est un indicateur encore une fois qui est maison. J'utilise la variation du dividende versé sur l'année dernière par rapport au dividende 10 ans en arrière et je divise par 10 pour calculer la moyenne. Ça va me permettre de calculer l'évolution du dividende en moyenne sur 10 ans. Plus il est rapide, mieux c'est. Par exemple, si j'achète une action à 100 € avec un dividende de 4 € et que 10 ans après ce dividende est de 10 €, alors le rendement de mon capital investi, qui est toujours de 100 € puisque c'est le prix d'achat de mon action initialement, il n'est plus de 4%, mais désormais il est de 10%. C'est pour cela qu'un minimum de 5% d'évolution du dividende par année est intéressant. Enfin, on a la performance réelle de l'action, l'évolution du cours de l'action, plus les dividendes accumulés sur 10 ans. C'est ce que j'aurais vraiment gagné en achetant l'action il y a 10 ans. Dans ce cas, le calcul est brut et ne tient pas compte de la fiscalité, pour avoir une première idée. Dans ce cas, pour que l'action obtienne la note de 1, elle doit dégager une performance d'au moins 100% sur 10 ans. Voilà, on a fait le tour des 15 critères que j'utilise pour choisir une action. J'espère que cela vous sera utile. Donc le total de ces 15 notes donne une note globale qui est sur 15. Et ensuite, ça me permet ainsi d'avoir un aperçu du résultat de l'entreprise avec une note globale qui va donc reprendre les fondamentaux et la performance. Et je peux également donc avoir la note au niveau des fondamentaux, des critères fondamentaux qui m'intéressent, et une note au niveau de la performance du cours de l'action, qui peut donc séparer les deux. Et à la suite de ça, je peux donc décider si oui ou non je vais investir dans cette action ou non, ou si je dois la surveiller pour plus tard par exemple, ou si je dois tout simplement l'écarter. À cela, on peut ajouter quand même deux autres critères qui sont un peu informels. Le premier, c'est qu'il ne doit pas y avoir l'État dans l'actionnariat de l'entreprise, car le politique va se mêler aux décisions de gestion de l'entreprise. Et généralement, l'intérêt du politique n'est pas celui des actionnaires. Le second critère, c'est la répartition du chiffre d'affaires, notamment par zone géographique. Cela permet d'avoir des entreprises diversifiées dans le monde et dans différentes monnaies, comme le serait par exemple un ETF. Enfin, il nous reste une chose à voir, c'est où trouver ces informations. Alors il existe de nombreux sites internet qui donnent ce type d'informations sur internet. Personnellement, j'apprécie Zone Bourse, sur lequel je suis actuellement, et notamment sur la partie finance, où vous allez pouvoir récupérer les informations financières que je viens de citer au niveau de l'entreprise. Donc moi, c'est celui que j'utilise pour récupérer les données financières. Ensuite, concernant le cours de bourse, eh bien, on peut récupérer avec Google Finance, comme je l'ai déjà expliqué dans une de mes premières vidéos sur la chaîne, que vous pouvez retrouver comment récupérer les cours de bourse avec Google Finance. Et pour les dividendes, on peut utiliser par exemple soit Yahoo Finance. Ici, on peut récupérer avec l'historique les dividendes seulement, et donc on va pouvoir récupérer depuis la durée que l'on souhaite. Soit, généralement, on va retrouver ces informations sur le site de l'entreprise qui communique généralement sur son dividende pour attirer des actionnaires. Ainsi, vous allez pouvoir créer un tableur similaire pour l'adapter à votre profil d'investisseur. À noter, j'essaierai peut-être de présenter des actions à partir de ce tableur dans les prochaines vidéos. On pourra dire qu'il me servira de support. Alors c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.